Je pense qu'Emmanuel Macron, j'ai toujours dit, est un danger public pour le pays. Et je pense que l'année et demie qui vient est extrêmement périlleuse pour le pays. Parce que pendant qu'on nous occupe avec la suspension de la réforme des retraites, avec la censure, ça fait un mois qu'on nous occupe. Est-ce qu'on a parlé de l'effondrement industriel? Est-ce qu'on a parlé du record de faillite? Est-ce qu'on a parlé du record migratoire? Est-ce qu'on a parlé de la guerre en Ukraine où on met 40 milliards d'euros? 40 milliards d'euros la France. Et on cherche 44 pour le budget. Vous avez une bande, 68 ards attardés, idéologisée, qui veut détruire le pays. Parlez de qui là? D'une bande de personnalités. Ils sont juges, ils sont membres du Conseil d'État, ils sont... En fait, ils ont fait 68. Pareil de lobby? Ouais, d'une sorte de lobby, je ne sais pas si c'est un lobby, mais c'est pas un lobby. C'est une bande, ce que j'appelle la bande des post-68 ards attardés, qui va de Cohn-Bendit à Edoui Plenel, mais qui sont infiltrés dans toutes les institutions de la France. Et qui, en fait, cassent la France, cassent les ressorts de la France, vous voyez? Et la détestent. En fait, ils la détestent. C'est ça qui me fait peur, c'est l'abstention, c'est la désertion, en fait. Les pauvres vont s'abstenir et les riches vont déserter. Si je devais résumer d'une phrase. C'est ça le danger. Les bacs plus 10 s'en vont, les bacs moins 10 arrivent. Chers amis, un petit message juste avant de commencer pour vous rappeler que les incorrectibles ont plus que jamais besoin de vous. C'est une question de survie. Pour cela, vous pouvez donc nous soutenir et nous aider. Rien de plus simple, en description, sous cette vidéo, il y a un lien pour aller sur la plateforme Substack où vous pouvez accéder donc au bonus de chacune de nos émissions. Vous pouvez bien sûr toujours nous soutenir aussi en vous abonnant sur YouTube. En tout cas, les incorrectibles vous remercient pour votre soutien. C'est uniquement grâce à vous et grâce à vous seulement qu'on peut diffuser et produire ces émissions chaque semaine. Bonne émission. We're gonna take on the world. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. J'en profite pour vous remercier d'être toujours chaque semaine aussi nombreux et surtout de nous soutenir en vous abonnant, que ce soit sur YouTube ou sur Substack. Je le rappelle chaque semaine, c'est uniquement grâce à vous et grâce à vous seulement qu'on peut produire et diffuser ces émissions chaque semaine. Alors cette semaine encore, l'actualité politique a été plus que jamais explosive. 2 motions de censure à l'Assemblée nationale rejetées, un climat électrique, une France au bord de la rupture. Et pour cela, donc, il fallait un invité qui connaît ces institutions de l'intérieur. Il a notamment siégé à l'Assemblée nationale de 1997 à 2024. Fondateur et président du Parti Debout la France, il défend une idée simple, mais aujourd'hui presque subversive, redonner à notre pays sa souveraineté. Mais dans la France d'aujourd'hui, est-ce encore possible? La question mérite d'être plus que jamais posée. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Éric Morillo. Merci d'avoir accepté à nouveau cette invitation. On est toujours ravis de vous recevoir. Alors, dans cette première partie, si vous le voulez bien, cher Nicolas, on va parler un petit peu justement aussi de cette opposition qui devient la béquille du pouvoir. Je parle bien sûr du PS et des LR. La France sous perfusion politique, voilà comment on pourrait intituler cette première partie. Tout d'abord, une question simple avant d'entrer dans le détail. Est-ce que la situation peut encore être pire? Ah oui, elle peut être pire. Ce qui nous pend au nez, c'est la guerre et l'article 16. C'est-à-dire que moi, je pense qu'Emmanuel Macron est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Donc, oui, ça peut être pire encore. Là, il a réalisé un coup de maître, quand même, il faut lui reconnaître ça. Il a manipulé il a manipulé les forces politiques, mais en fait, je ne suis pas surpris. C'est la fin du macronisme, c'est-à-dire qu'il a fini par avaler tous ceux qui avaient gouverné la France depuis 30 ans. Voilà. En fait, le macronisme, c'est quoi quand on y réfléchit? C'est qu'en 2017, le Parti socialiste d'un côté est essoré par le mandat Hollande, l'UMP est essoré par le mandat Sarkozy. Ils voient bien qu'ils sont concurrencés chacun des deux, d'un côté par le RN, Debout la France, etc., de l'autre par LFI. Et ils se disent, seuls, on ne peut plus tenir notre camp. Donc on va se mettre ensemble. Et ils trouvent un jeune qui a l'air intelligent et qui est soutenu par le pouvoir de l'argent. Bon. Et tout ce petit monde. Donc déjà, en 2017, c'était le sauvetage
de l'oligarchie politicienne qui avait ruiné le pays et qui est soumise à Bruxelles et à Washington. Ils se réunissent. Mais tous les LR et tous les socialistes n'étaient pas passés avec armes et bagages. Et donc, il restait 2 partis croupions qui ne savaient pas où ils étaient. Et là, ils sont absorbés. Ils sont absorbés tout simplement parce qu'ils ont peur de perdre leur siège et que... Enfin, ils se laissent absorber aussi, hein, on peut dire ça. Oui, mais parce qu'ils sont absorbés, parce que... Ils pourraient ne pas l'être. Hein. Ils ne peuvent plus faire le... Bah si, ils disparaissent sinon. Ils disparaissent. Les socialistes, s'il n'y a pas d'alliance avec Mélenchon, ils ne sont plus députés. Et les républicains, s'il n'y a pas d'alliance avec le Rassemblement national... Mais là, en l'occurrence, la motion justement proposée par LFI, ils ne l'ont pas votée, les socialistes. Donc, oui, mais ils savaient très bien que les relations étaient telles entre LFI et les socialistes que le coup du Front républicain était difficile à refaire. Donc, en fait, leur choix était très simple. Soit ils votaient la censure et ils se retrouvaient à 20 députés au lieu de 66, et les LR à 20 au lieu de 50. Donc c'est la peur justement de perdre leur poste. Bah, bien évidemment. C'est quoi? Vous croyez c'est quoi? C'est qu'entre 2 inconvénients, ils ont choisi le moins pire, pour eux, mais le pire pour la France. C'est-à-dire qu'ils assurent un répit à cette entreprise de destruction massive du pays. Et c'est pire encore, parce que ce que je regrette, c'est que le RN, n'ayant pas eu une position claire, ayant refusé d'annoncer leur volonté de voter la destitution, le RN étant rentré pour plaire à l'opinion et aux médias... Vous parlez de ces abstentions, c'est ça? Non, je parle de la seule arme dont disposent les forces politiques aujourd'hui pour forcer Macron à partir. La seule arme politique qu'ils ont entre les mains. Oui, mais elle n'est pas possible, Nicolas Mais bien Dupont-Aignan, sûr qu'elle est possible. Mais bien sûr. C'est la destitution. C'est la seule arme possible. Mais elle ne passerait pas. Mais vous n'en savez rien. C'est la seule arme politique qu'ils ont, en tout cas entre les mains. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le RN passe sa vie à répéter démission, dissolution, qui sont des armes en la main de Macron. Donc, ça dépend de Macron. La démission, ça dépend de lui. La dissolution, ça dépend de lui. D'accord ? Mais la seule arme qu'a le RN en main, c'est de voter l'article 68 et de dire on destitue Macron pour haute trahison, parce que c'est ça la réalité. Et à ce moment-là, de créer une pression politique absolument phénoménale avec LFI. LFI, je combats LFI, mais il faut reconnaître que LFI est meilleur acteur politique que le RN. Et donc le RN maintenant se retrouve coincé, puisque d'un côté la censure n'est pas votée, donc il n'y a pas de dissolution, il n'y aura pas de démission, et eux ont dit à l'avance que demander la destitution, c'était une atteinte aux institutions, ce qui est complètement idiot. Marine Le Pen a dit qu'elle respectait le mandat de 5 ans. Alors ça veut dire qu'elle est complice de l'entreprise de destruction massive qui est en train de se produire, et je le regrette, parce que je pense que la destitution, et j'invite tous ceux qui nous regardent à aller sur le site de l'Assemblée et à signer la pétition, parce que si cette pétition avait des millions d'exemplaires, des millions de signatures, ça changerait. C'est une pétition citoyenne qu'il y a sur le site de l'Assemblée. Oui. Sur le site de l'Assemblée? Oui, comme la pétition qu'il y avait eu pour la loi du flot du sénateur là, sur les produits qu'on met dans les pesticides. Bon. Et donc, si les Français étaient des millions à signer cette pétition, il y aurait quand même un signe politique. Alors on me dit la destitution, elle passera jamais, il faut les 2/3. Oui, mais imaginez qu'aujourd'hui, la destitution, la censure qui a été votée contre Bayrou, c'est au-delà des 2/3 des députés. Donc ça veut dire qu'à l'Assemblée, au Sénat, ça serait difficile, mais à l'Assemblée, il pourrait déjà y avoir les 2/3 qui votent la destitution. Vous voulez dire qu'en image... Mais enfin, vous imaginez le tremblement de terre. Moi, je suis très clair, je suis carré. Dans la vie, il faut choisir. Je pense qu'Emmanuel Macron, j'ai toujours dit, est un danger public pour le pays. Et je pense que l'année et demie qui vient est extrêmement périlleuse pour le pays. Parce que pendant qu'on nous occupe avec la suspension de la réforme des retraites, avec la censure, ça fait un mois qu'on nous occupe. Est-ce qu'on a parlé de l'effondrement industriel? Est-ce qu'on a parlé du record de faillite? Est-ce qu'on a parlé du record migratoire? Est-ce qu'on a parlé de la guerre en Ukraine où on met 40 milliards d'euros? 40 milliards d'euros, la France. Et on cherche 44 pour le budget. Bon. Et moins maintenant. Est-ce qu'on a parlé de tout ça? Non. Tout va bien pour Macron. Il a occupé la galerie avec cette histoire. Tous les médias sont là-dessus. Et puis ça va continuer. Je vous écris ce qui va se passer.
Là, ils vont occuper la galerie pendant 2 mois sur le budget. Celui de la sécurité sociale, celui de... Censure, pas censure, qu'est-ce qu'on fait, tatati, tatata. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, on ne parle pas des choses importantes, et ça crée un sentiment de lassitude, de résignation chez nos compatriotes, de dégoût. Et le dégoût est le meilleur allié des pouvoirs qui veulent se maintenir. Voilà. Et comme les oppositions ne sont pas quand même brillantes, ça plonge la France dans une période intermédiaire extrêmement périlleuse. Et le grand danger que je vois, c'est la guerre d'un côté, et c'est la faillite. La guerre contre qui ? Contre la Russie, mais Macron la veut. Du moins, il la veut en fantasme. Et derrière, il y a un plan. C'est la disparition de la France et sa fusion dans une Union européenne supranationale. L'unité des États-Unis a été faite par la faillite. C'était la théorie d'Hamilton. L'unité américaine a été faite par la faillite des États du Sud. L'unité européenne obligée dans un État supranational ne peut se faire que par la guerre ou la faillite. Et si vous regardez la situation française, Macron a un objectif, fondre la France dans une Union européenne. Ça, c'est son objectif politique. Et c'est un objectif, je pense, sincère chez lui. Comment vous l'expliquez d'ailleurs ? Mais parce que c'est sincère, c'est ce qu'il défend. Et il a toujours dit. Quand il met le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe au-dessus de la tombe du soldat inconnu, c'est bien une substitution de nation qu'il fait. C'est un vrai débat, d'ailleurs honnête, qui devrait être fait avec tous les Français. Est-ce qu'ils veulent disparaître ? Est-ce qu'ils veulent obéir à Von der Leyen ? Est-ce qu'ils veulent un système de post-démocratie européenne ? Parce que c'est ça qui est en train de se tracer aujourd'hui. Si on prend un peu de recul, et ce qui vraiment me choque, et c'est le sens de mon combat politique. Moi, je ne suis candidat à la présidentielle que pour ça. Que pour ça. Parce que je suis, je pense, un des rares qui peut l'être, avec les signatures, pour dire aux Français, reprenez votre indépendance. Sinon, aucun des problèmes que vous subissez ne sera résolu. Et personne n'en parle, très peu. Alors, il y a d'autres mouvements souverainistes qui en parlent, et je les salue et je les remercie, que ce soit Asselineau ou Philippot. Mais ils sont incapables de s'entendre. On va en parler tout à l'heure. Mais je pense qu'en tout cas, moi, mon rôle politique et ma mission politique, c'est de sauver le pays en restaurant l'indépendance du pays. Et d'être cette incarnation. Et de l'incarner. Je suis le seul à pouvoir être candidat dans la bande. Et parce que je pense avoir les idées claires. Vous voulez dire le mieux placé dans les sondages ? Non. Oui, il y a les sondages, mais les sondages, je les critique pour les autres, je ne vais pas les prendre quand ils sont... Là, vous êtes crédité 4,5, ce qui est plutôt... Oui, alors attention, moi je vais être très franc. Pas mal, hein ? C'est bien, avec aucun média, uniquement ma chaîne YouTube, ma chaîne Facebook, ma chaîne machin. Mais attention, quand on me sort, quand il y a un bon sondage, et c'est Le Point, c'est pas un journal qui m'est favorable, c'est curieux qu'un jour après, il y en a un très mauvais qui sort. C'est curieux. Bon. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 4-5% des Français, mais je les ai déjà eus ces 4-5% en 2017. Et l'IFOP me disait qu'il y a 8% des Français qui ont voté une fois pour moi. Donc il y a un potentiel. Et la popularité est très bonne, il y a un potentiel. Maintenant, comme je ne suis jamais invité dans les émissions, les Français se disent, mais si on vote pour lui, il y aura peu de voix, donc ça ne vaut pas le coup. Mais on a vu quand ils votent pour les autres. Donc je suis dans un combat pour dire aux Français, essayez-moi, si je puis dire. Si vous croyez en la souveraineté et en l'indépendance, parce que l'enjeu, c'est pas d'être candidat pour être candidat, j'ai été 3 fois, ça ne m'intéresse pas de l'être une 4e. Franchement. Ce qui m'intéresse, et si je me cabre et je me bats, et s'il y a de plus en plus de gens qui arrivent à Debout la France, c'est parce qu'ils se disent peut-être que voilà un bonhomme qui peut nous aider à retrouver notre souveraineté. De manière sereine, pas excitée, pas hystérique, avec un plan de bataille, pour produire en France, relocaliser 1 million d'emplois pour payer nos retraites, notre santé, pour bloquer l'immigration, pour restaurer la sécurité, pour reconstruire l'école, pour reconstruire la santé publique. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai envie de faire, et j'ai envie de dire aux Français, c'est pas foutu. Parce que je trouve, je vais vous dire français, franchement, je trouve, si le RN était brillant, le RN n'a pas de candidat. Il est quand même à 36% dans les sondages. Ben oui, mais oui. Mais Maurice Thorez a été à 35%, mais il n'a jamais gagné. Mais si le RN avait un candidat, un projet... c'est Marine Le Pen, ou Jordan Bardella en tout cas. Oui, c'est le problème. Le problème, c'est que Marine Le Pen, jusqu'à maintenant, elle ne peut pas être candidate. Je souhaite que ça passe, mais parce que je suis bon camarade,
et que j'aime pas qu'on interdise. Vous lui parlez aux gens. toujours? Non, pas en ce moment, puisque Marine Le Pen ne veut discuter avec personne. Ah bon? Ben non. Non, ils croient qu'ils vont gagner tout seuls. C'est une aberration. On Ça ne vous a gagnera choqué cette qu'en séquence coalition. sur France Inter, justement, cette semaine, où elle a répondu de manière un peu virulente à quelqu'un qui se présentait du moins, ça on n'a pas été vérifié, comme un de ses électeurs et qui disait qu'il fallait une union de la droite, et elle lui a répondu de manière un peu, c'est vrai, un peu vive, vous embrasserez Éric de ma part, donc elle le soupçonnait d'être un électeur d'Éric Zemmour. Mais non, mais c'est un blocage, il y a un blocage psychologique. C'est une erreur de très grave communication. erreur. Je pense qu'en fait, mais j'ai eu des discussions 100 fois là-dessus. J'ai même dit à Marine Le Pen, je peux le révéler, je lui ai dit à quoi ça sert de faire 49,8% à une présidentielle s'il manque 0,3%. Et donc je pense que moi j'ai connu Nicolas Sarkozy en 2005 et j'ai refusé, donc je suis tout à fait libre, mais il prenait 4 chacun, il voulait rassembler. Le Rassemblement national croit qu'il peut gagner tout seul. Ils ont mis de côté Marion Maréchal, c'est pas obligatoire, moi je suis pas d'accord avec elle sur tout, mais c'est une femme de qualité. On peut tout dire, c'est une femme intelligente. Ils l'ont mis de côté. Ils ne veulent pas discuter avec Sarah Knafo et Zemmour. Sarah Knafo et Zemmour, je ne suis pas d'accord avec eux sur certains trucs. Mais pourquoi pas discuter? Ils ne veulent plus discuter avec Debout la France. Parce que je serais trop souverainiste. Et contre la guerre en Ukraine. Ils ne veulent pas discuter encore moins avec Philippot, qui a été un des leurs, qui est quelqu'un de brillant. Donc, quand un parti croit qu'il peut gagner tout seul, il se trompe sur la Ve République. Sous la Ve République, vous ne gagnez au second tour qu'en coalisant. Et au premier tour, chacun exprime sa sensibilité. Moi, je suis souverainiste. Je défends la libération de l'Union européenne. Je veux la fin de l'Union européenne, c'est clair. Mais au second tour, je préférerais quand même un patriote par rapport à Mélenchon ou à un macroniste. Voilà. Mais c'est simple. Pourquoi faire des choses compliquées? Alors justement, vous parliez de la Ve République, justement, vous parlez souvent de manière générale de décadence démocratique. Est-ce qu'on est, d'après vous, au bout du cycle de la Ve République? Oui, la Ve République a été déformée, trahie. C'est comme l'Union européenne d'ailleurs. Dévoyée, ouais. Dévoyée, défigurée, parce qu'ils ont pris les pouvoirs de la Ve sans la légitimité populaire. Or, le général de Gaulle, c'est quand même intéressant, toute l'histoire du général, il s'oppose à Pétain. Pétain est légal. Il a été élu. Il est légal, mais de Gaulle est légitime. Il est condamné à mort, mais il est légitime. En 1958, de Gaulle veut l'élection au suffrage universel et met le référendum. Pourquoi? Il termine la terrible crise algérienne, dramatique, par le référendum. Pourquoi? Parce qu'il voit bien que la légalité ne suffit pas en France. Que le peuple français est remuant, compliqué, politique. Que donc, il faut réassurer régulièrement les grands pouvoirs de la Ve par le référendum. Et bien, depuis 2005, nous ne sommes plus sous la Ve. Ils ont violé la parole. Et c'est là où j'ai quitté l'UMP. Ils ont violé la parole du peuple. Ils ont fait voter par le traité de Lisbonne la Constitution européenne qui avait été gérée par le refusé. Qu'est-ce qui vous a fait vous émanciper? Parce que si finalement vous auriez pu garder un strapontin à l'UMP, être ministre, secrétaire d'État. Tout à fait. Mais quel a été le déclic? Le viol du peuple. J'ai fait campagne pour le non-référendum et le ramassis de députés et sénateurs socialistes et républicains UMP qu'on a aujourd'hui là à l'Assemblée et au Sénat, ils votent le viol du peuple. Ça veut dire qu'ils violent la soumission de la France à l'Union européenne définitivement. Je ne pouvais pas accepter ça. Voilà, c'est tout. Bon. C'est pas possible. Et la crise démocratique française vient de là. Et depuis, on transfère toujours plus à Bruxelles. Et depuis, on échoue toujours plus. Parce que si on a un désastre industriel, c'est à cause de l'euro. Et du libre-échange déloyal. Aussi de nos charges importantes. Il faut savoir nuancer. Mais quand même. Si on a un désastre sécuritaire, c'est à cause des directives européennes. Si on a un désastre migratoire, c'est à cause des directives. Donc en fait, pour moi, c'est très cohérent, mon parcours. Moi, j'ai été souverainiste avec Philippe Séguin. J'ai combattu tous les traités. J'ai quitté le parti quand il a violé le peuple. J'ai soutenu Marine Le Pen au second tour contre Macron, qui réunissait tous ceux qui soumettaient la France à l'Union européenne. Et je suis candidat souverainiste, indépendantiste, à la présidentielle, point barre. Et je regrette que le Rassemblement national ait abandonné l'idée d'une fin de l'Union européenne pour plaire. Comme il ne veut pas destituer, comme il ne veut pas dire la vérité sur le conflit en Ukraine.
Voilà mes désaccords avec le RN, je les assume, ils sont publics. Et je dis aux Français, au premier tour du scrutin, votez au maximum pour moi, parce que si vous croyez que le RN, parce qu'il fait 35%, va régler vos problèmes, pas sur ce projet-là et pas avec ces candidats-là. Voilà la réalité. Et je suis totalement émancipé. Et vous êtes aussi sévère sur Jordan Bardella ? Jordan Bardella a un talent fou. Je serais heureux qu'il soit dans mon gouvernement. Mais je ne comprends pas comment on peut élire président de la République quelqu'un qui n'a jamais été élu nulle part, qui a 30 ans, quel que soit son talent qui est réel. Regardez Emmanuel Macron, à ma connaissance, oui, il n'avait pas été élu. bonjour la référence. Je crois que le prochain président sera un président qui a de la maturité. Voilà, j'en suis convaincu, quel qu'il soit. Parce que je ne vois pas les Français... Vous pensez que c'est une question d'âge ? Alors pas seulement parce qu'on peut être génial à 30 ans, mais ce n'est pas le génie. Le génie, il l'a sans doute et je ne... Comment dire, je ne veux pas être amené à le critiquer. Mais honnêtement, ce n'est pas lui rendre service que de précipiter l'élection présidentielle à 30 ans sans jamais avoir eu la moindre expérience élective réelle. Enfin, ça me paraît une folie. Mais vraiment, je l'ai dit. Alors évidemment, après, j'ai des électeurs RN, ils ne sont pas contents, mais je dis ce que pensent tous les députés RN, ou quasiment tous, qui réfléchissent un peu. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'ils ont rendu inéligible Marine Le Pen et qui portent, que le système médiatique porte Bardella au nu. Parce qu'ils sont en train de nous refaire le coup d'avant. C'est-à-dire ? Le coup, vous l'avez vu à chaque fois. On fait monter Marine Le Pen et Mélenchon d'ailleurs. Et puis après, on dit aux Français, oh là là, bon. Et au moment où Marine Le Pen a plus de maturité, et je suis en désaccord avec elle sur certains trucs, mais moi je reconnais qu'elle a pris de l'épaisseur, eh bien on la rend inéligible. Et puis on met un gamin candidat à la présidentielle, quel que soit son talent. Quand vous dites « on », c'est qui ? C'est ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, le système oligarchique qui tient la France aujourd'hui. Vous êtes le candidat du système. Comment ? Vous pensez que Bardella pourrait, d'une certaine manière, être le candidat ? Je dis, soyons un peu subtils, que mes paroles ne soient pas mal interprétées. Je dis qu'on ne se met pas les plus grandes chances derrière nous en mettant Bardella candidat à la présidentielle. Parce que je vois la campagne d'ici. Je l'anticipe. Ah, il a plein de qualités, mais il est un peu jeune. Voilà ce qui va être dit, tout simplement. Et les Français, à un moment, hésiteront. Et c'est normal. Qu'il y a une volonté de renouvellement, justement, mais bien sûr qu'il faut du renouvellement. Politique, si mais oui, mais on est d'accord. Il faut renouveler, il faut quelqu'un qui n'ait jamais gouverné. C'est le cas de Bardella. Oui, mais on peut n'avoir jamais gouverné, mais avoir un peu d'expérience. On peut avoir travaillé dans le privé, on peut avoir travaillé dans le public, on peut avoir été élu, on peut avoir quand même un peu d'épaisseur pour gouverner la France dans une mondialisation périlleuse où la France est menacée de disparition. Si c'est pour réciter des éléments de langage par des communicants inspirés de Washington ou de Bruxelles, il n'y a pas de problème. On peut recommencer l'expérience Macron avec quelqu'un de droite. Moi, je veux pour la France, et si ce n'est pas moi, je veux quelqu'un qui ait l'épaisseur pour tenir tête à ce système et le démanteler. Et ça ne sera pas de la tarte, si je me permettais l'expression. Parce que démanteler le système qui a enfermé la France dans la soumission industrielle, technologique, scientifique, politique, numérique, culturelle, woke, immigrationniste. Vous imaginez le... Et c'est pour ça d'ailleurs que même si ce n'est pas moi, je pense qu'il faut une coalition de personnalités solides. Et qu'aucun parti seul ne pourra y arriver, quel que soit son talent. Ce n'est pas possible. Parmi ces profils, pardon, vous interromps, parmi ces profils que vous évoquiez, il y en a un quand même qui semblait à un moment sortir du lot et puis qui a, à mes yeux, qui a plutôt fait une bourde, on peut le dire. Quel est votre jugement de Retailleau ? C'est un naufrage. C'est un gâchis. Voilà. Moi, je l'avais dit à Bruno Retailleau. Vous le connaissez ? Je le connais bien. Je lui avais dit en le croisant, vous voyez, je ne l'ai pas vu dans ses fonctions, mais je l'ai croisé à la sortie de Sud Radio. Et je lui ai dit, bon, ça te fait une notoriété, ça fait vraiment extraordinaire, qu'il n'avait pas, parce qu'il n'a jamais été candidat. Parce qu'il venait plutôt de votre, on va dire, famille de pensée. Tout à fait. Et je lui ai dit, c'est très bien, mais tu ne peux pas rester comme caution de Macron plus longtemps que 2-3 mois. Voilà. Et c'est pas possible. Tu ne peux pas cautionner ça. Je ne vous dis pas la réponse qu'il m'avait apportée,
qui est du domaine du privé. J'ai jamais révélé de réponse privée des uns et des autres. Dommage, parce que... Bah oui, mais c'est normal, sinon il n'y a plus de dialogue possible. Si on répand... Bon, et j'ai toujours pensé qu'il avait fait un très beau début de parcours sous Barnier. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il devait partir quand Barnier est parti. Voilà. Parce que ça pouvait s'expliquer qu'il essaye de faire quelque chose avec Barnier qui était d'une autre famille politique. Mais vous pensez que ses chances sont réduites à zéro maintenant? Non, mais genre la vie pour politique, 2027 personne n'est jamais mort. C'est qu'il sera candidat? Je ne sais pas, personne n'en sait rien. Je sais que c'est quelqu'un qui a une épaisseur, une valeur, mais qui a commis, je crois, l'erreur de croire qu'il devait rester dans un vaisseau ivre et qu'on ne peut pas... Enfin, mais alors on me dit que je suis trop entier, c'est vrai. Mais moi, je ne peux pas trahir ma conviction comme ça. Et je pense qu'il va le payer cher aujourd'hui. Maintenant, il va définir un projet, il verra ce qu'il fera, la vie est longue et c'est quelqu'un de valeur. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Avec Bruno Le Maire, ça on le savait, mais avec Wauquiez, ils vont, enfin, ça va être J'en un sais pugilat rien, aux Républicains. Mais tout ça ne m'intéresse plus. Moi, je vais vous dire, ça ne m'intéresse plus. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une élection vitale, c'est l'élection présidentielle. Je pense que la France est en péril de disparition comme nation libre, définitivement. Définitivement. Et je pense, troisième point, que celui qui doit être élu doit être quelqu'un qui ne fait aucun compromis avec le système. Voilà. Aucun. Et je le dis au Rassemblement national, j'espère qu'il m'écoute, si vous continuez à faire des compromis permanents avec le système, vous perdrez sur tous les tableaux. Les Français attendent une vraie alternative. Cette alternative ne doit pas être diabolisée, bien sûr. Il ne s'agit pas de tomber dans des excès inverses. Attention. On doit pouvoir rassembler tous les Français et les réconcilier sur la liberté du pays, sur la reconstitution de son industrie, de son école, de sa sécurité. Enfin, moi, ça me paraît très simple, en fait. Mais c'est très compliqué aussi à mettre en œuvre. C'est un déni de démocratie auquel on a assisté cette semaine pour vous? Non. Non, ils ont voté. Non, mais enfin, les parlementaires refusent les parlementaires d'aller de nouveau aux urnes, quoi. Bah oui, mais ils ont le droit. Mais après, c'est aux Français d'en tenir compte. Et aux forces de l'opposition. Ils auront la mémoire, vous pensez, les Français? Je ne sais pas, on verra. Mais, comment vous dire? Moi, je suis convaincu que les Français savent qu'il n'y a rien à attendre de ce pouvoir. Et qu'ils ne le supportent plus. Mais s'ils l'endurent autant, c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus par l'offre LFI et l'offre RN. C'est ce qui s'est passé au deuxième tour de 2024. Si le RN avait fait une vraie coalition... C'était quand même le Front républicain encore. Et oui, mais excusez-moi, le Front républicain d'un côté et rien de l'autre. Et oui. En 2024, je n'ai rien dit à l'époque, j'ai été exclu de la coalition, on n'a pas voulu de nous. Marion Maréchal a été exclu, Zemmour a été exclu, un De Villiers n'a pas été appelé, un Michel Onfray n'a pas été appelé. Marine Le Pen et Ciotti et Bardella, avec le culte du chef Bardella, 28 ans, ont cru qu'ils pouvaient gagner. En face, vous avez eu des roublards qui ont fait un front républicain. À qui la faute? On peut dire que c'est la faute des électeurs, oui, mais en attendant, c'est eux qui ont voté. J'ai même été battu. Bon, donc mais moi, je suis taxé d'extrême droite souvent. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. À un moment donné, c'est de leur faute, oui et non, parce que ce système. Non, c'est de leur faute pure, parce qu'au premier tour. Ad Hitlerum. Non. Cette critique, elle existe. Elle ne sera levée que s'il y a une capacité à travailler à plusieurs. Les Français auraient été rassurés de voir en face du Front républicain un front patriote beaucoup plus large. Et si Marine Le Pen et Bardella avaient su faire aussi tendre la main, peut-être à certains LR qui n'attendent que ça. Mais vous savez... Qui ça, par exemple? Il y a des députés. D'ailleurs, il y en a 3 qui ont voté la censure. Mais je vais vous dire une chose. Moi, j'ai beaucoup de députés LR qui sont venus me voir, souvent, en me disant « Comment tu as été traité après ton soutien à Marine Le Pen ?» Ils voient bien qu'on a été maltraités. Ils voient bien qu'ils prennent et après ils jettent. Ils voient bien qu'ils fonctionnent que entre eux. Donc, si vous voulez, ça n'incite pas les gens à franchir le pas de l'alliance. Et une alliance, parce que j'entends souvent Jordan Bardella dire, mais moi, il a dit une phrase extraordinaire, très intéressante psychiatriquement. Il a dit, mais s'il nous manque le nombre de sièges à l'Assemblée pour gouverner, eh bien, je m'appuierai sur ceux qui veulent. Mais ce n'est pas ça une coalition. Une coalition, c'est avant, on se réunit, on définit un projet, et on montre à l'opinion qu'on va travailler ensemble. Et le fait qu'il y ait peut-être un souverainiste comme Dupont-Aignan,
qu'il y ait un Philippot, qu'il y ait Michel Onfray va peut-être rassurer des gens en disant « Ah bah, tous les œufs ne seront pas dans le panier du RN. Il y aura... » Et c'est ce que j'avais fait avec Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Mais ça n'avait pas marché. Oui, mais ça n'avait pas marché, excusez-moi, parce que c'était trop en avance, trop nouveau. Mais à l'époque, on avait discuté, j'avais fait enlever des mesures du Rassemblement national. C'était une vraie coalition. Ça n'a pas marché parce que j'étais trop petit. 5%, elle, et puis il y a eu le foirage du débat et tout. Et puis parce qu'il n'y avait pas d'autres gens. Moi, je suis convaincu, comme Marion Maréchal, que ça passera par une coalition très vaste. Vous lui parlez à Marion Maréchal ? Oui, je lui parle. C'est une femme que j'ai appris à découvrir, qui a de grandes qualités. Et pourquoi vous ne faites pas cette union déjà ? Laissez le temps venir. Mais donc ça encore pourrait une être fois, envisageable un jour mais non, que j'en sais rien. Mais vous initiez avec Marion Maréchal. Il n'y a pas besoin d'être fusionné, il y a besoin d'être coalisé. Mélenchon a très bien compris avec le Front populaire qu'il pouvait mettre Poutou et Hollande dans le même truc. C'est comme ça qu'ils ont gagné au second tour. La coalition Marion Maréchal et Éric Zemmour, elle n'a pas beaucoup fonctionné. Mais bien sûr, c'est stupide. Mais tout ça est dérisoire. Moi, je dis aux électeurs... Et pourquoi vous ne parlez pas davantage alors avec Éric Zemmour ? Mais je parle avec eux. Il n'y a aucun problème avec eux. Mais pourquoi vous essayez pas de présenter des... Mais pour essayer, il faut qu'il y ait des élections. Il n'y en a pas là. D'accord. Mais bien évidemment. Mais j'aimerais aussi qu'on parle, parce que moi, je ne suis pas union des droites. Je suis union des amoureux de la France, des patriotes. Je pense que ça dépasse la droite. Vous voyez ? C'est-à-dire, je veux une coalition patriote. Ça laisse entendre Marine Le Pen. Oui, mais elle veut une coalition patriote avec elle-même. Et il faut élargir. Je pense que tout ça va mûrir pendant l'année qui vient, parce que les Français en ont ras-le-bol de ce qui se passe. Ils nous reprochent d'être désunis. Ils nous reprochent de ne pas faire cette coalition. Est-ce qu'il ne faut pas en finir avec les partis politiques, justement, à l'inverse ? Les partis politiques ne sont qu'un instrument. Le clivage droite-gauche, mais le clivage droite-gauche, il est dépassé, sens, je suis d'accord avec lui. Mais c'est plus compliqué que ça. Vous savez, dans les églises, il y a des orgues. Il y a 2 claviers. Même plus. Je suis pas un fan, je ne connais pas bien, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait plusieurs claviers. Il y a un clavier droite-gauche, qui existe toujours, vous n'y pouvez rien. Et il y a un clavier souveraineté nationale, souveraineté européenne. Et en fait, tout est mélangé. Et vous voulez dire que la liberté d'expression, ça des partis là-dessus, elle n'est pas franche ? C'est vrai qu'au RN, il y a des gens comme Bigot. Non, mais au RN, il faut être clair. Le RN a abandonné, mais il faut être clair, il l'assume. Il a abandonné l'idée d'une rupture totale avec l'Union européenne. Il ne veut pas en parler. Alors, c'est peut-être légitime. Ça, mais si c'est légitime, ils se disent comme Chirac s'était dit. Moi, je me souviens très bien des discussions avec Philippe Séguin. J'étais tout jeune. Et Philippe Séguin enrageait contre Jacques Chirac parce que Jacques Chirac n'avait pas voulu qu'il vienne à un meeting. Alors, il avait boudé, il n'était pas venu. Parce qu'il voyait bien, il m'avait dit, Jacques Chirac est en train d'abandonner tout ce qui fait le gaullisme pour plaire aux centristes. Eh bien, le RN fait un peu pareil. Pour plaire à l'opinion et aux journalistes, pas avoir peur de perdre des voix, il se dit, il ne faut pas être trop souverainiste. Voilà. Donc, Dupont-Aignan, Philippot, c'est des gens qui peuvent nous faire perdre des voix. C'est ça qu'ils se disent. Et puis ils se disent, sur la guerre en Ukraine, on ne dit plus rien, on va être pro-ukrainien. Les déclarations de Bardella sur la guerre en Ukraine. Parce qu'ils pensent sincèrement que on ne peut plus sortir de cette union. Eh bien, je suis en désaccord là-dessus, et c'est normal qu'au premier tour de la présidentielle, il y ait quelqu'un comme moi qui veuille faire la paix, parce que moi, j'assumerai. J'assume et j'assumerai devant les Français que la ruine du continent européen est liée à cette guerre. Et que c'est un sujet majeur. Et que j'en ai marre de la propagande permanente pro-ukrainienne. Voilà, j'assume. Bon. Et ben après, les gens votent et puis ils décident qu'est-ce qu'ils veulent. Mais je vais leur expliquer pendant la présidentielle et c'est ça qui gêne. Pourquoi je ne suis pas invité à la télévision ? C'est parce que quand je dis que le vaccin sur le Covid est dangereux, quand je dis que les laboratoires pharmaceutiques font l'audience, quand je dis que la guerre en Ukraine est une folie pour l'industrie allemande et l'industrie française et que ça nous coûte des dizaines de milliards d'euros et que ça nous fait sortir de l'histoire, ça ne plaît pas, c'est clair, aux oligarques qui tiennent les télés. Voilà, et qui veulent nous entraîner dans cette guerre. Parce que ça, c'est un débat autrement plus important que de savoir si on va partir à 62,5 ou 64, sachant que tout le monde part, que la retraite en France, vous savez à quel âge elle est, la retraite en France ? À votre avis ? C'est moi qui pose la question. Je vous provoque. 64, non ? Elle est à 67 ans, à taux plein. Je sais, mais... 67 ans. Et vous vous rendez compte... Non, mais vous vous rendez compte, quand même,
ce qui me met hors de moi, c'est que les socialistes, Macron aussi, la droite, ont fait de ce débat sur les totems, de ce débat sur les retraites un totem existentiel pour se positionner politiquement, alors que dans la réalité, la retraite en France est une des plus dures d'Europe. Elle est à 67 ans, à taux plein, avec plus de 170 trimestres. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui atteignent la retraite à taux plein. Et donc, on balade les Français, on balade... Et vous avez vu un journaliste dire dans un débat « La retraite est à taux plein à 67 ans ». Pourquoi vous voulez la durcir encore? Non. La retraite moyenne en France est inférieure quasiment du même niveau que la plupart des pays d'Europe. Donc, en fait, on est dans un système de jeu qui ne part plus des réalités. Pensez pas justement que c'est... Parliez des raisons éventuelles de non-vote en faveur du RN. Pensez pas que c'est le programme économique du RN qui fait peur à certains? C'est pas le programme économique, c'est leur incapacité à tenir une ligne. C'est pas la même chose. Si vous voulez, ce qui a fait perdre beaucoup de voix en 2024, et j'avais prévenu Jordan Bardella, je l'avais appelé, c'est quand il a reculé sur la retraite. Parce que moi, j'ai des gens dans la rue, sortis d'une grande surface, je distribuais des tracts, qui m'ont dit « alors on ne comprend plus rien, ils sont comme les autres ». Vous voyez, donc moi je pense que dans la vie, il n'y a plus de confiance. En fait, le problème de fond de la vie politique, ce n'est pas la droite, la gauche, la souveraineté et tout. C'est déjà qu'il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus aucune confiance. Il n'y a pas un Français qui a confiance dans une personnalité politique. Et donc l'enjeu, c'est de venir devant les électeurs avec un projet et leur dire, voilà, moi c'est mon projet, c'est à prendre et à laisser, vous savez qui je suis, je l'ai prouvé dans ma vie, moi je dis maintenant, je l'ai prouvé dans ma ville, j'ai réduit la dette de moitié, ça c'est un acte, c'est pas un fantasme. Vous serez de nouveau candidat dans ma ville ailleurs, non? Oui, j'ai hâte de retrouver la mairie, parce que c'est mon être, et si les électeurs le veulent bien. Parce que c'est là où j'ai tout appris, c'est là où j'ai testé des choses. Vous avez le sentiment d'être trahi la dernière fois? D'être trahi. Vous avez perdu cette mairie? Non, la mairie, je ne l'ai pas perdue. Non, la mairie, je l'ai abandonnée parce qu'il y avait le cumul. Donc je n'ai pas été battu en la mairie. D'accord, mais bon. Et on a toujours fait des scores. C'était à l'Assemblée que vous avez le sentiment... À l'Assemblée, j'ai été trahi, mais ça, c'est la vie. Mais je vais vous dire, cette Assemblée ne me manque pas. Ce qui me manque et ce qui m'inquiète, c'est la dérive française où on ne parle plus jamais dans les médias classiques des problèmes de fond. Or, le problème de fond des retraites, c'est le problème de la natalité et c'est le problème de la production en France. Tout le reste, c'est de la littérature. Et quand je vois que les entreprises... Tiens, je voyais que Safran va construire une usine de moteurs Airbus au Maroc. Le seul secteur où on est bon, on délocalise. Mais ça, c'est 1000 fois plus important que tout le débat sur les retraites. Donc le programme Produire en France que j'ai bâti, qui est sur notre site internet, vous pouvez le retrouver, le travail qu'avait fait Montebourg. Vous voyez, Arnaud Montebourg, j'aimerais l'avoir dans mon gouvernement. Yves Gégaud. Donc le problème n'est pas la droite et la gauche, le problème n'est pas le problème, c'est de savoir si on est capable de présenter aux Français, d'avoir les moyens financiers de le faire, les signatures de le faire, l'unité des souverainistes, on va en parler. Pour présenter un projet où les gens se disent tiens, enfin c'est différent des autres. Oh, tiens, est-ce qu'on ne va pas creuser? Tiens, est-ce qu'on ne peut pas voter pour eux? Vous voyez, c'est ça que je voudrais. Et ça, c'est pas gagné. Mais c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Une question sur le plan économique. Le FMI a alerté sur le fait que la dette publique française pourrait atteindre le niveau de la Grèce d'ici 2030. Ben oui. La France compare à la Grèce. On parle encore d'une puissance mondiale? Et bien sûr. Mais attendez, on est parti là, on est parti dans le décor. Mais je pense que Macron le veut. La faillite de l'État, c'est plus une hypothèse. Là, non, c'est plus une hypothèse. Mais Macron le veut. Parce que c'est le moment hamiltonien qui va entraîner la fusion des nations et la disparition de la France. Nous sommes là. C'est pas devenu l'arme invisible, justement, la dette, oui. L'arme invisible de la perte de souveraineté. On avait ici Étienne Chouard qui disait que, justement, oui. Et bien sûr. C'était une arme... Mais bien sûr. Parce que la dette, c'est la conséquence d'une politique. C'est pas la cause. Alors moi, je suis pas sur un outil d'oppression. Vous êtes d'accord avec ça? Je connais les thèses d'Étienne Chouard. Il a raison et tort à la fois, pour moi. C'est-à-dire, c'est facile de dire c'est un outil d'oppression et on va l'effacer comme une ardoise magique et tout. Ah oui, Mélenchon dit ça aussi. Oui, un peu facile. On peut
avoir un financement par la Banque centrale, parce que c'est inadmissible que pour les investissements, on paye des intérêts à des banques privées. Il y a des marchés privés. Donc moi, je suis pour le financement public des investissements. C'est-à-dire que Michel Rocard l'avait dit à la fin de sa vie en disant on n'aurait jamais dû payer, c'est la privatisation. J'ai écrit un bouquin là-dessus, l'arnaque du siècle, en 2009. C'est-à-dire que pour l'investissement public, on n'a pas à payer d'intérêt. On devrait financer directement par la Banque centrale à 0%. Mais en revanche, de dire qu'on va financer le fonctionnement de l'État par la Banque centrale à 0%, bah, c'est faire une bombe inflationniste et c'est scandaleux. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? On est dans des débats techniques, mais c'est très important. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faudra qu'on retrouve notre monnaie. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, ça va aboutir soit à la fusion dans un État européen supranational et la disparition définitive de la France, soit à l'explosion de la zone euro et on retrouve notre monnaie. En fait, on arrive au bout de la logique intermédiaire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ils ont créé la zone euro. J'ai été fasciné de voir que même M. Langlais sur RTL a fait une chronique en disant « Ah bah oui, la zone euro, ça n'a pas marché parce que la France… » Alors ça, il y a toujours le même truc, j'allais dire vichiste, toujours le même esprit, vous n'avez pas assez souffert, les Français n'ont pas assez souffert pour supporter l'euro. Bon. La théorie de la droite classique. Non, c'est que la zone euro n'avait aucun sens. On ne peut pas avoir la même monnaie, la même température dans la pièce entre une pièce qui est au nord et une pièce qui est au sud. La température de la climatisation, elle doit être réglée différemment. Bon, la monnaie, elle correspond à un pays. On a mis une zone euro, on a mis une monnaie trop chère pour la France, on a ouvert toutes les frontières, en plus on a fait les 35 heures, eh bien on a liquidé l'industrie française en 20 ans, 30 ans. Voilà. Monnaie 2000, 25 ans. Voilà. On a vendu notre or. Oui, on a liquidé tout. On a, parce qu'on a mis une monnaie trop chère, des frontières ouvertes et des charges trop élevées. Donc soit on faisait l'euro, et là l'anglais a raison, soit on faisait l'euro et on vivait comme un Allemand, et ça pouvait marcher, mais un Français n'est pas un Allemand. Bon. Et puis en plus, on n'avait pas la même structure d'âge, la même industrie, la même etc. Soit l'euro nous aboutit à la faillite de la France et à l'absorption par l'Allemagne. Voilà, c'est tout. On est au bout du chemin. Donc soit on sort de l'euro et on retrouve notre souveraineté, de fait, par une crise financière, soit on est définitivement allemand. Vous pouvez fermer la boutique, vous enlevez le drapeau français, vous mettez le drapeau européen et vous mettez Von der Leyen qui dirige, c'est-à-dire l'Allemagne. Voilà. Ce que l'Allemagne n'a pas réussi à faire en 1940, elle l'aura fait en temps de paix. Voilà. Alors, je suis désolé de le dire crûment, mais c'est ça. Donc, est-ce que les Français veulent ça? Ou est-ce qu'ils veulent se libérer? Moi, je leur propose de se libérer. Point. C'est tout. Alors, justement, tout à l'heure, vous parliez d'incarnation au sein de la droite. Il y en a un qui l'a longtemps incarné, et à l'égard duquel, d'ailleurs, vous n'aviez pas été toujours indulgent, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aimerais bien vous demander votre réaction à ce qui va se passer dans 2 jours, hein, puisque donc après-demain, Nicolas Sarkozy va être incarcéré à la prison de la Santé. Quel jugement vous portez sur ce jugement, justement, Nicolas Sarkozy et l'exécution provisoire de sa peine, pour laquelle d'ailleurs il a fait appel? Ah, d'abord, je vous reprends, si vous me permettez, Éric. Je m'en voulais pas. Mais il a pu incarner la droite, mais il a trahi la souveraineté. Ah, il se traitait de Lisbonne, c'est ça? Ah ben, c'est un péché terrible qu'a fait Nicolas Sarkozy. Terrible. Le peuple avait voté non. Ça lui donnait d'ailleurs, et je lui ai dit à l'époque, une force incroyable. Il allait être élu président de la République. Il était nouveau président, élu largement, avec une vraie dynamique, il faut la reconnaître. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personnalité, il avait su créer une dynamique. Et lui, il ne pensait pas gagner tout seul. Hein. Il soignait chacun, il a voulu rassembler. Vous lui parliez régulièrement? Oui, bien sûr. Il avait été d'ailleurs même très correct avec moi quand j'avais voté non. Au sein de l'UMP, j'avais fait campagne pour le non, il m'avait laissé faire. Bon. Parce qu'il savait bien que pour gagner, il fallait tout le monde. Bon. Donc, il était malin. Et je lui avais dit, mais tu vas être élu président de la République très largement. Tu as la chance d'avoir le peuple français qui a voté non. Tu es donc fort de légitimité politique pour aller voir Merkel et dire « je revois cette organisation. Je remets l'euro au service de la croissance en le faisant baisser. Je crée une politique industrielle. Je remets des frontières contre la Chine. Enfin, je fais quelque chose. » Et ce qui m'a le plus surpris et m'a vraiment déçu, c'est pour ça que j'ai quitté, avant l'élection,
On ne peut pas m'accuser de l'avoir fait alors que je savais qu'il allait gagner. J'ai quitté l'UMP. Et vous auriez pu être ministre. Ah bah largement. Il m'a même proposé. Oui, vous avez proposé quoi ? Enfin, si tu feras partie de l'équipe, c'était pas que ça se passe en bonne intelligence. En gros, si tu avales le traité de Lisbonne, bah, tout est permis. Ah oui. Il ne me l'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Et j'ai tout lâché, j'ai tout quitté, j'ai tout perdu, et j'ai recréé Debout la France, Debout la République à l'époque, avec des vrais gaullistes qui défendaient la souveraineté. Pourquoi c'était un péché originel ? Parce que ce qui est terrible, et je lui avais dit, ça l'a affaibli. Non, d'accord, mais c'est pas pour ça qu'il a été jugé, là, en l'occurrence. Non, pas du tout. Mais moi, je vous dis, quand vous dites qu'il incarnait, il a, en 2008-2009, gâché son mandat en abandonnant le peuple et en cassant la démocratie. Maintenant, les affaires, moi, je n'ai jamais jugé les affaires, je ne suis pas juge. Et je n'ai pas jugé l'affaire Le Pen, je ne vais pas juger l'affaire Sarkozy. Il y a un seul truc que je juge, c'est l'exécution provisoire. Voilà. Le fond de l'affaire, j'en suis incapable. Et j'estime que les politiques ne sont pas au-dessus des lois. Alors comment vous jugez l'exécution provisoire ? Je la juge sévèrement parce que... Non mais pardon, parce que... Non, mais l'exécution provisoire. provisoire. D'un président de la République aussi. Oui, Il d'accord. y a beaucoup de gens qui vous disent, ça vous... Là, je me fais volontairement l'avocat aussi du diable, si je puis dire. Il y a beaucoup de gens qui disent évidemment qu'il est un citoyen comme un autre, mais enfin, c'est un ancien président de la République. Attendez, j'y viens. L'exécution provisoire, autant le jugement, d'ailleurs le jugement est beaucoup plus clément que ce que tout le monde attendait, puisque ils n'ont pas prouvé... Il y en a 3. Bon, donc le jugement, je ne peux pas me prononcer, je ne veux pas me prononcer, parce que je respecte l'institution judiciaire. En revanche, je critique l'exécution provisoire parce qu'elle défie les lois élémentaires du droit. L'exécution provisoire, c'est récidive, délit de fuite, trouble à l'ordre public. Or, ce n'est pas un homme de 70 ans qui va fuir, troubler l'ordre public et récidiver. Donc, on voit bien que là, l'exécution provisoire est une volonté judiciaire de se payer un homme politique. Et là, je dis que c'est scandaleux. Et je ne juge pas le fond du dossier, je juge cette exécution provisoire et cette volonté, en fait, d'une magistrature politisée de se payer Nicolas Sarkozy. Voilà. Au même moment, le Conseil d'État, ça n'a rien à voir, c'est pas la même justice et tout, mais c'est quand même flagrant. Au même moment, sur les frais de Mme Hidalgo, le Conseil d'État dit que c'est tout à fait normal, alors qu'ils ont foutu en l'air un candidat à l'élection présidentielle, François Fillon, pour un complet. Bon. Donc on voit bien... Un costume. On voit bien qu'on a une justice... Et Marine Le Pen, on va voir ce qui va même se passer exécution provisoire. Et j'ai dit la même chose pour Marine Le Pen, et je dirais la même chose s'il s'agissait de Jean-Luc Mélenchon. C'est que là, on voit bien qu'il y a une volonté de la justice de bafouer la séparation des pouvoirs. Voilà. De s'immiscer dans le champ politique. Et peut-être de bafouer la présomption d'innocence aussi, oui. parce qu'il a fait appel, on le rappelle. Bien sûr. Ce qui veut dire qu'il est présumé innocent. Et je veux dire aux Français, parce que quand j'ai dit ça dans une télévision, j'ai reçu plein de mails, oui, c'est scandaleux, vous défendez l'indéfendable. J'ai dit non. Il y a un jugement de fond, je le respecte, et il y a l'exécution provisoire. C'est pas acceptable. J'ajoute, dernier point, que le nombre de délinquants hyper dangereux, hyper violents, qui menacent leurs voisins, leurs familles, qui ont battu leur femme et qui après vont la tuer parce qu'on les a laissés en liberté. Alors là, la justice n'a pas d'exécution provisoire. Tiens, c'est quand même curieux. Il y a eu des féminicides qui ont été faits parce que les magistrats n'ont pas voulu appliquer l'exécution provisoire. Il y a des femmes qui sont mortes de ça. Alors, quand j'entends les magistrats nous expliquer que ils appliquent ce qu'ils appliquent à tout le monde, que les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois, mais alors quelle foutaise, pardonnez-moi. Et pour l'image de la fonction, de la présidence de la République... C'est dramatique. C'est dramatique. Je crois que dans le monde, enfin il n'y en a pas beaucoup quand même. Nous là. Enfin, oui, au Brésil. Mais avec le contexte brésilien, vous avez une justice... Mais en Europe, je crois qu'à ma connaissance... Ça fait... Très politisée. Non, c'est dramatique parce que ça participe de la destruction. Mais ça, c'est la destruction. Alors c'est un autre problème français. Vous avez une bande, 68 ards attardés, idéologisée, qui veut détruire le pays. Parlez de qui, là ? D'une bande de personnalités. Ils sont juges, ils sont membres du Conseil d'État, ils sont... En fait, ils ont fait 68. Pareil de lobby ? Ouais, d'une sorte de lobby, je ne sais pas si c'est un lobby, mais c'est pas un lobby. C'est une bande, ce que j'appelle la bande des post-68 ards attardés,
qui va de Cohn-Bendit à Edoui Plenel, mais qui sont infiltrés dans toutes les institutions de la France et qui, en fait, cassent la France, cassent les ressorts de la France, vous voyez, et la détestent. En fait, ils la détestent. Donc, ils ont cassé l'école, ils cassent la justice, ils volent du woke partout. Je ne sais pas si vous avez vu les programmes. Je suis scandalisé. Et je ne suis pas un rabat-joie, je ne suis pas quelqu'un de conservateur au sens ultra-conservateur. Mais si vous avez vu les programmes pour les enfants des écoles de ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle, c'est monstrueux. Mais c'est criminel. C'est-à-dire qu'ils veulent détruire, ils veulent détruire l'enfant. Donc, il y a quand même une offensive woke extrêmement forte qui veut tout détruire. Et je pense que la mise en prison de Sarkozy participe de ça. Vous voyez ? On détruit tout. Un champ de ruines. Et s'il y a un champ de ruines, comme le fait d'enlever les croix en Corse, enlever les croix, c'est un pays chrétien, on peut être laïque, être chrétien, et d'ailleurs même les musulmans sont très choqués de voir les chrétiens abandonner à ce point leur religion, et un pays abandonner son identité. C'est une sorte de folie destructrice. Et ça, c'est la fin d'une génération qui est en train de mourir. Donc il va disparaître. Et avant de disparaître, ils veulent liquider tout. Mais alors justement pour... c'est sociétal, ça c'est un autre problème français. Hein. Pour terminer sur Sarkozy, parce qu'il y en avait un autre, enfin en tout cas qui avait échappé à la prison, en tout cas pour le moment, c'était Donald Trump. Hein, on se souvient sa convocation devant les juges, je crois que c'était à New York. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait revenir de cette épreuve si jamais par extraordinaire il était déclaré innocent en appel? Ça en ferait un martyr. Et là, pour le coup, est-ce qu'il ne pourrait pas revenir? Oui, mais tout est possible. Il a un talent fou. Si vous aviez un message à lui, parce que c'est quand même une épreuve, quand même. Le message que j'aurais à lui donner, c'est un immense courage. Un immense courage. C'est l'humiliation suprême. Voilà. L'humiliation suprême. Gratuite. Vous voyez, c'est une humiliation gratuite. Le jugement peut être perçu pour lui comme une humiliation, mais moi je ne dirais pas. Non mais attendez, je dissocie bien les deux. J'insiste. Le jugement peut être pour lui une humiliation, mais moi je ne dirais pas. Parce que je ne suis pas juge, je n'ai pas lu les 300 pages, je n'ai pas fait mon idée. Et je respecte le jugement. Mais je ne respecte pas cet abus, vous voyez, de mise en prison. Vous voyez la différence? Et je voudrais qu'on comprenne bien la différence. Mais c'est trahison. Sarkozy n'est pas au-dessus des lois pour les jugements, mais il n'est pas en dessous des lois pour l'emprisonnement. Voilà ce que je veux dire. Et tout à l'heure, sur le jugement politique de son œuvre, si je puis dire, il y a beaucoup de gens, notamment là dans une récente émission, j'avais eu Pierre-Yves Rougeron qui avait tenu des propos d'une sévérité inouïe à l'encontre de Nicolas Sarkozy. On avait l'impression, quand même, vous êtes là aussi très sévère. Est-ce que son attitude, ça mériterait, si on devait le juger à l'aune de sa carrière, c'est autre chose. Ça mériterait la prison pour vous? Enfin, vous plaisantez. Ah voilà. Non, mais attendez... je suis pas Robespierre. Hein. Non, mais attendez, ne mélangeons pas tout. Non, mais Pierre-Yves Rougeron laissait entendre clairement, on ne peut pas dire plus. Je suis en total désaccord avec ce style de discours totalement délirant. D'ailleurs, je vais vous dire, moi je vous parle très franchement, je pense que les souverainistes tournent mal. Eh ben voilà, ça va être le dernier sujet. Voilà, moi je vous le dis, comme je le pense. Je pense que la souveraineté est une chose trop importante. Ils peuvent encore sauver la France, les souverainistes, parce que j'ai l'impression que je repose les mêmes questions tous les 6 mois. Mais attendez, moi je vais vous dire très clairement ce que je pense. Maintenant, j'arrive à un point... Ah, vous êtes lâché là, sur Sud Radio avec André Berkoff. Ah oui, attendez, on me tend un piège grotesque, on m'interpelle. Le piège, c'était de dire, je ne sais même pas ce que c'était, j'ai oublié. Ah oui, il y avait un grand rassemblement souverainiste organisé par Florian Philippot à Arras. Ok, j'ai été d'ailleurs. Voilà. À l'occasion d'une conférence. Florian Philippot proposait une primaire. Je voulais y aller. Et j'ai donc téléphoné à Florian Philippot toute la semaine avant et envoyé des SMS pour dire « Bonjour Florian, quels que soient les désaccords qu'on a pu avoir sur les européennes et tout, ça me ferait plaisir de venir à Arras si tu m'invites. Tu m'avais invité l'année dernière, je n'avais pas pu venir. Je serais heureux de venir puisque tu m'accuses en gros de refuser la primaire. Je serais heureux de prendre la parole devant l'Assemblée pour expliquer comment je vois la présidentielle et cette éventuelle primaire, qui peut être une idée intéressante. » Je n'ai jamais eu de réponse pendant 3 jours. Bon. 3 jours, 4 jours, le rassemblement a lieu, je le regarde, je vois qu'il y a des gens de talent, et je me dis, c'est con, c'est comme ça, c'est la vie.
Et puis j'en parle à André Berkoff, je ne sais pas qui m'invite, en me disant mais pourquoi vous n'étiez pas à Arras? J'ai dit j'ai essayé de venir, mais je n'étais pas invité, je n'allais pas m'inviter, je ne voulais pas créer d'incident. Et il me dit viens l'expliquer à Sud Radio. Je dis j'explique. Et puis, comme par hasard, à l'antenne, Florian Philippot. Voilà. Et Florian Philippot rentre dans un truc délirant en me disant je t'ai invité l'année dernière, tu n'as pas répondu, alors je ne t'ai pas invité, gna gna gna. Et là, c'est vrai, j'ai perdu mon calme. Et j'ai dit, moi j'en ai ras-le-bol de ces enfantillages. La France est en train de crever et tu m'expliques, je t'ai invité, t'es pas venu, alors l'année d'après je t'invite pas. Enfin, tout ça est grotesque. Et je lui ai dit en termes sincères. Viril, on va dire. Viril. Mais oui, parce qu'à un moment, il faut crever les abcès, il faut dire les choses. Je pense et je maintiens que si les souverainistes ne sont pas capables de s'unir, comment les Français pourraient avoir envie de voter pour les souverainistes? Attendez la suite. Vous dire. Et j'ai expliqué à André Berkoff, et je le réexplique, que le seul qui a retiré sa liste européenne, c'est quand même moi, Debout la France. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire une liste européenne. Parle de quelle élection? La dernière. On a essayé de faire une liste. J'ai essayé de mettre ensemble... Les dernières européennes? Oui, 2024. J'ai essayé de mettre ensemble Asselineau, ça finit pareil, Asselineau, Philippot et moi. Et je leur ai dit, on fait une liste ensemble. Et je suis prêt à être tête de liste pour, si ça vous aide, pour qu'on y aille tous ensemble. Philippot et Asselineau ont passé l'année à s'insulter par médias YouTube interposés. Et je le dis franchement, les torts sont totalement du côté d'Asselineau. Attendez, je finis. Abonder un petit peu dans ce sens-là. Mais je le dis, que les torts sont complètement d'un côté... à des émissions tout communes. À fait. Je n'ai jamais pu, en raison juste... J'essaye d'être le plus juste possible. Et après, on va passer à autre chose parce que ce n'est pas passionnant. Mais j'ai essayé de mettre autour de la table tout le monde. J'ai essayé qu'on fasse une liste ensemble. Asselineau a été épouvantable et n'a jamais voulu travailler avec nous. Pire, on a été un jour à un truc américain à la Tour Montparnasse, avec Philippot, à un débat, on était invités, et Asselineau a fait une vidéo comme si on était des agents de la CIA. Je sais, j'animais ce colloque. On était en plein délire. Bon. Donc, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, et j'ai dit, c'est vrai, un peu tard à Philippot, je m'en suis excusé auprès de lui, j'ai dit, écoute, votre lutte est tellement forte, chacun voulant être plus frexiteur que l'autre, que la liste à 3, à 2, tous les deux, Philippot et moi, ne marchera pas. Et en plus, tu vas te trouver sous les feux d'Asselineau qui va dire « Oh là là, Philippot n'est pas un vrai frexiteur puisqu'il s'est allié avec Dupont-Aignan. » Enfin, on va rentrer dans des histoires épouvantables. Et j'ai dit à Philippot « J'arrête les frais, moi, j'arrête. Je ne rentre pas là-dedans. » Et j'ai fait mieux. J'ai dit « Écoutez, comme preuve de ma bonne foi, je retire ma liste. Je retire ma liste. Donc ça veut dire que Debout la France ne sera pas présent. C'est quand même embêtant, une élection. Et je vous laisse tous les deux, bon courage, bonne chance, ras-le-bol. » Ils ont fait tous les deux moins de 1%. D'accord? Donc à un moment, j'en tire les leçons. Les enfantillages, les excès ne marchent pas. Et donc, je pense que le souverainisme sera bien représenté par une candidature qui est la mienne, qui sera une candidature sereine, avec un vrai programme de fond. Alors, et je les invite. À lancer l'idée des primaires. Et je suis d'accord pour les primaires. Donc vous êtes d'accord. À la condition que chacun ait les 500 signatures. Parce que moi, je ne vais pas faire de primaire avec des gens qui n'auront pas les signatures. Parce que le danger de la primaire sans les signatures, c'est quoi? C'est qu'à la fin, on se retrouve où vous n'avez pas de candidat souverainiste. Parce qu'il n'y a pas les 500 signatures. Eh ben oui. Donc, que M. Philippot et M. Asselineau aient leurs 500 signatures, moi je les ai. Vous êtes certain de les avoir? Oui. J'ai 600 maires qui m'ont parrainé, qui me suivent, que je travaille, qui connaissent mon travail de terrain, qui ont vu comment j'avais géré la ville de hier, qui savent que je ne suis pas un excité. Donc on résume bien, c'est s'il y a les signatures, il y a primaire. Sinon on ne va pas faire une fausse primaire entre des gens qui ne peuvent pas être candidats. C'est quand même simple. Moi, ma terreur et mon angoisse, c'est qu'il n'y ait pas de candidat souverainiste à la présidentielle. S'il y a une primaire, ça légitimise pour qu'il y ait à ce moment-là les signatures. Oui, enfin, excusez-moi. Avec des signes. Tous ces discours, on est à 18 mois de l'échéance. Moi, j'ai déjà visité 25 départements, rencontré les maires. J'ai un projet politique. Mais vous comprenez que, à leur place, ils peuvent se dire c'est une pirouette que nous fait. Mais à leur place, qu'ils arrêtent leurs disputes, qu'ils se mettent déjà d'accord, qu'ils travaillent ensemble. Ils ont exactement le même programme. Moi, il est un peu différent.
C'est quoi ce qui vous différencie des C'est très simple, c'est que je pense que le Frexit doit être gardé comme la dernière carte, mais qu'avant le Frexit, il y a une voie possible. Donc c'est la torpiller de l'intérieur. Oui, pas de l'intérieur. La voie, je l'ai déjà expliqué à mon discours du 20 septembre, elle est très simple. On arrive au pouvoir, moratoire, et ça c'est très important si je peux me permettre, parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. C'est moratoire sur les frontières, je mets l'armée aux frontières et je suspends Schengen, j'en ai le droit. Sortie du marché européen de l'électricité pour faire baisser le prix de l'électricité de moitié en comptant sur nos centrales. L'Espagne et le Portugal l'ont fait. Plus d'application des directives industrielles qui nous empêchent d'aider nos industries fondamentales, et on ne verse plus un centime à cette organisation. On coupe les crédits. Comme nous sommes contributeurs nets, la baudruche va s'effacer. On va à Bruxelles et la France dit voilà, la France ne joue plus à cette Union européenne et va dénoncer dans 6 mois les traités. C'est ce qu'on appelle un Frexit à terme. Mais nous ne voulons pas partir seuls. Attendez la suite. Nous vous donnons 6 mois à tous les pays, les 27 pays, pour une négociation qui refonde une Europe des nations. Et ceux qui veulent venir avec nous, viennent avec nous. C'est une Europe légère. Chacun retrouve sa frontière, son budget, sa loi, supériorité de la loi française. La Slovaquie vient de le voter d'ailleurs. Et on remet tout d'aplomb. Il restera une organisation de coopération, plus de commission bien sûr. Et c'est l'Europe qui a marché. C'est l'Europe légère. Et quels sont les pays qui sont prêts à faire ce pari ? Eh bien moi je vous mets le pari. Et c'est la différence avec le Frexit sec d'un coup. C'est qu'il y a beaucoup de pays qui vont dire banco. Que les peuples d'Europe vont dire la France est à nouveau fidèle à son rôle, j'allais dire, millénaire, qui guide les nations. C'est-à-dire que vous allez avoir des pays comme la Hongrie, même l'Italie, qui a empoché le fric avec le plan de relance, mais qui au fond n'a pas envie de rester dans cette structure, même l'Allemagne. Il va y avoir un éveil, un réveil des peuples. Et ce projet que je porte d'une refondation européenne est beaucoup plus fort que le simple Frexit, parce qu'il permettrait de dynamiter l'Union européenne qui ne resterait pas à côté de nous. Parce que si on fait un Frexit sec tout de suite, on aura le danger d'avoir toujours l'Union européenne à nos côtés. Et regardez ce qui se passe en Angleterre. Il y a eu le Brexit, mais Starmer est revenu, et il est en train de revenir dans l'Union européenne, le plus atlantiste, le plus anti-liberté, le plus pro-américain, le plus... Bon, donc ça veut dire quoi ? Ce que je voudrais qu'on tente, et c'est le projet que je porterai à la présidentielle, c'est l'indépendance de la France, mais aussi l'indépendance des autres nations européennes. Parce qu'on est dans un continent, et que dire on s'en va et on n'en a rien à foutre du reste, un Français ne votera ça à la majorité. C'est pas vrai. Et je pense que le projet que je propose d'une sortie collective, en fait, de l'Union européenne, c'est une sortie collective. Alors, à combien de pays, je ne peux pas vous le dire ? 2, 3, 4, 5. On fait exploser l'Union européenne. Et on reconstruit déjà quelque chose, et on rassure les Français. On est dans une démarche fidèle à ce qu'a toujours été la France. On est un acteur de l'Europe. On ne part pas en fuite. Ce n'est pas la fuite de l'Union européenne. C'est la démolition et la reconstruction. Alors, je sais ce que disent Philippot et Asselineau, on en a discuté entre nous, et on doit pouvoir travailler ensemble. Ils me disent, oui, mais ça ne marchera jamais. Mais je leur dis peut-être. Vous avez peut-être raison. Mais 6 mois après, si ça n'a pas marché, je fais votre solution, on garde le Frexit. Le Frexit, pour moi, c'est l'escalier de secours. C'est ce qu'on garde à la fin. Mais on ne commence pas par ça. Parce que la France, ce n'est pas l'Angleterre. La France, c'est une grande nation européenne. C'est la nation qui a fait la révolution dans tous les pays d'Europe. C'est la nation qui a fait l'unité italienne. C'est la nation qui a fait l'Europe de l'après-guerre. C'est De Gaulle qui a fait la réconciliation avec Adenauer. Et la France, ce n'est pas une île. La France, ce n'est pas Chypre, ce n'est pas Malte, ce n'est pas l'Angleterre. Donc, ça, c'est ma différence avec eux. Mais ce n'est pas une différence qui empêche de travailler ensemble. Puisque je leur dis, le Frexit sera peut-être la solution ultime. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit partir. Mais on part à plusieurs, on part dans une démarche raisonnée, et on convainc les Français qu'on peut retrouver nos frontières, notre budget, nos lois, et que ça ne sera pas l'apocalypse. Parce qu'il va falloir les convaincre, les Français. Sinon, on fera 1% toute notre vie.
Et ça m'intéresse pas. Ma perception, mon analyse, moi je Allez-y. vous observe en tant que justement que Ouais. journaliste, que ce soit vous, Assino, donc ou Philippot, il y a quand même un sujet sur lequel, vous trois, d'ailleurs là je ne fais pas de procès d'intention, je vous sens quand même frileux, c'est la question qui devrait être quand même inhérente et inséparable de cette question que vous abordez en permanence, de la souveraineté, c'est l'identité de la France, l'identité française. Comment vous expliquez, c'est vraiment le sujet qu'a préempté Éric Zemmour, comment vous expliquez, vous trois, sur ces sujets, parce même que sur l'immigration? Vous avez totalement raison. Alors, il y a deux choses. Je me sens frileux. Il y a deux choses distinctes. C'est intéressant ce que vous dites. Il y a d'abord le fait qu'on est assimilationniste et pas identitaire. Assimilationniste. C'est-à-dire que ma différence avec Éric Zemmour, c'est que je pense qu'il y a des personnes nées à l'étranger, citoyens français, qui se sont assimilés, qui peuvent s'assimiler, et qu'on n'est pas condamné parce qu'on a un nom différent à ne pas être citoyen. Et ça, c'est ma différence fondamentale, comme gaulliste. C'est la différence. Parlez des racines judéo-chrétiennes de la France comme Éric Zemmour. J'y viens. Et donc, je n'aime pas, par exemple, qu'on disqualifie d'avance quelqu'un parce qu'il n'est pas français. Il y a des Français de cœur et de papier récents qui ont été plus français que nous pendant la crise du Covid. Pour la liberté, pour la France. Et ça, je l'ai au fond de moi, parce que je suis aussi d'une circonscription au sang mêlé, banlieue parisienne, et j'ai 46 nationalités d'origine dans la ville de Vigneux, et j'ai des Français récents qui sont plus français que des Français de souche. Donc, je n'aime pas cette idée de guerre de civilisation permanente où il y aurait 6 millions de Français achetés. Ça, je ne l'accepte pas, et je pense que c'est extrêmement maladroit. En revanche, je pense que les souverainistes ont eu tort, moi compris, et j'évolue avec le temps, d'avoir une démarche stricto sensu économique, souveraino-souverainiste, en oubliant ce que vous avez raison, l'identité judéo-chrétienne de la France, qui est une part de notre identité et que d'ailleurs n'oblige pas à renier les musulmans ou les juifs qui vivent en France. Et que parce qu'on ne s'approprie pas assez cette identité, on a manqué un rendez-vous qu'a su saisir Éric Zemmour. En fait, Éric Zemmour a saisi au début quelque chose de légitime et il l'a un peu caricaturé. Voilà, si je devais résumer. Et j'estime qu'il faut trouver un juste milieu entre, je dirais, la démarche uniquement matérialiste, souveraino-matérialiste de Zemmour et de Philippot, et la démarche plus spirituelle, mais uniquement judéo-chrétienne, à l'excès de Zemmour. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'en fait, il faut trouver un juste milieu. Vous ne faites pas le lien avec l'insécurité, vous? Si, l'immigration, mais pas obligatoirement la religion. Et je pense qu'il faut arriver à bloquer l'immigration. Non, mais vous voyez, j'ai l'impression qu'immigration, vous en parlez, bon, de revenir avec la police et des frontières, mais insécurité, on vous entend un petit peu, on a l'impression, là aussi, j'en parle énormément. que vous trois, vous êtes... Non, j'en parle énormément de l'insécurité. Mais, je suis désolé, vous avez énormément de citoyens français d'origine étrangère qui respectent les lois, et je n'aime pas qu'on systématise en permanence l'origine de la personne et la délinquance, même si je sais qu'il y a 25% d'étrangers dans nos prisons et qu'il faut être intransigeant, expulsion. Vous êtes pour un référendum sur l'immigration? Oui, bien sûr, je l'ai proposé. J'ai même proposé un référendum d'initiative partagée en 2018 à l'Assemblée nationale, qui a refusé de signer les parlementaires LR et RN d'ailleurs. Donc, toujours les histoires de partis à la con. Voilà. Donc, non, je pense qu'il faut un juste milieu. Il faut bloquer l'immigration. Il faut assimiler ceux qui veulent s'assimiler et il faut faire repartir ceux qui ne veulent pas. Voilà. C'est simple. Ça me paraît très simple. Mais je ne crois pas, je n'ai pas envie de mettre un pied dans la guerre de civilisation. Parce que je pense qu'on prendrait une responsabilité écrasante et dangereuse pour le pays. Et que le rôle d'un homme politique... Mais la montée des communautaristes, ça ne vous inquiète pas quand même? Mais si, ça m'inquiète, bien évidemment. Bien évidemment, mais je ne vais pas faire du communautarisme à moi parce que je suis contre le communautarisme des autres. Et je ne vais pas liguer des communautaristes contre un autre. Donc je suis désolé, on est citoyen français, je ne connais que 2 citoyens. Ceux qui respectent la loi et ceux qui ne la respectent pas. Je n'ai jamais regardé la couleur de la peau, l'origine, la religion, la sexualité et tout, j'en ai rien à foutre. En revanche, je veux qu'on obéisse aux lois françaises et je veux qu'on maîtrise l'immigration. C'est-à-dire que je veux 0. Qu'on tende vers 0. Pendant au moins 20 ans. De manière à assimiler. Voilà. Et si déjà on faisait ça, on ferait l'essentiel.
Et tout le reste n'est que mettre de l'huile sur le feu pour dresser les gens les uns contre les autres et n'aboutir à rien. Voilà, ça c'est le fond de ma pensée. Et je suis révolté contre ceux qui sont les immigrationnistes, c'est-à-dire ceux qui font les marchands d'esclaves, de la pensée unique, mais je n'ai pas envie de céder à un discours systématique où toute personne qui serait d'origine étrangère serait un salaud, un criminel, etc. C'est insupportable aussi. Parce que, ne vous trompez pas, il y a peut-être une majorité, ou du moins une grande minorité de tous les Français qui sont arrivés sur notre sol depuis 50 ans, qui veulent l'ordre, la sécurité, les valeurs, et qui voudraient d'ailleurs que la chrétienté soit un peu plus fière d'elle. Le grand vainqueur, c'est l'expatriation. Vous n'imaginez pas le nombre de Français qui ont de l'argent qui sont en train de partir. Pour la paix au Moyen-Orient, il faut bien sûr extirper le Hamas, et là, Israël a eu raison de le combattre. C'est pas vrai, on vous ment. On vous ment. On est en train de vous ruiner économiquement.